Bonjour, on va regarder ensemble l'exercice monter et redescendre. Dans cet exercice-là, vous savez pas quoi, il y a un bloc qui va monter le plan incliné et ensuite redescendre. Qu'est-ce qui se passe dans ce problème-là? On connaît la vitesse initiale de notre bloc, on connaît sa masse, il y aura du frottement entre le bloc et la surface, on connaît le coefficient de frottement, et un plan incliné avec un angle connu de 30 degrés. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est de calculer la distance totale que le bloc va parcourir avant de s'arrêter, puis de commencer à redescendre. Alors, on va commencer par répondre à cette question-là. Donc, mon bloc, il va monter jusqu'à un certain endroit. Tiens, je vais dessiner ici, mettons l'endroit jusqu'où le bloc est monté. Ça veut dire qu'il va parcourir une certaine distance. J'ai dessiné mon bloc avec une certaine taille. Là. Si je veux considérer que c'est une masse ponctuelle, on va suivre, mettons, le coin en bas à gauche de mon bloc. Donc, mon bloc aura parcouru quoi comme distance? Il aura parcouru toute cette distance-là. Appelons cette distance-là x, si on veut. Ok, je vais utiliser mon équation pour gérer ce qui se passe avec l'énergie. Je vais m'attarder à chacun des termes de cette équation-là pour trouver finalement la position en x, en fait la distance parcourue par le bloc, c'est ça qu'on nous demande. Là, voici ma jolie équation. Je vais commencer par dire c'est quoi mon point initial et mon point final. Mon point initial, bien sûr, c'est le début complètement du trajet. Le point final, pour cette partie-là de la question, ça va être le moment où est-ce que je suis en haut, je vais monter jusqu'à m'arrêter. Fait que le point le plus haut sur le plan incliné, c'est mon endroit final. Alors, je vais commencer avec le travail non conservatif. Quelles sont les forces sur mon objet qui pourraient potentiellement faire du travail non conservatif? J'ai dessiné toutes les forces sur mon objet, puis ensuite je vais pouvoir me prononcer sur celles qui font ou qui font pas de travail non conservatif. Mettons que je dessine mon bloc à un endroit aléatoire là, pendant son mouvement, pendant sa trajectoire. C'est quoi les forces qui agissent sur ce bloc? Il va y avoir le poids du bloc qui est une force vers le bas. Est-ce que le poids fait du travail non conservatif? Non, parce que le poids, la force gravitationnelle, est associée à l'énergie potentielle gravitationnelle, donc on ne la compte pas dans le travail non conservatif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force? Il y a la force normale, qui est comme ça. La force normale est toujours perpendiculaire à la surface, puis puisque le déplacement du bloc est parallèle à la surface, ben, la force normale fera pas de travail non conservatif, elle fera pas de travail du tout, parce que la force normale est toujours perpendiculaire au déplacement pendant mon mouvement. Alors, elle non plus fera pas de travail non conservatif. La dernière force qui reste, c'est la force de frottement. On dit qu'il y a un coefficient de frottement dans le problème, alors il y aura une force de frottement. Ça sera du frottement cinétique. Est-ce que cette force va faire du travail non conservatif? Oui. Dans ce problème-là, il y aura du travail non conservatif. Cette force-là est dans la même direction que le déplacement, en fait en direction inverse, comme si j'avais un angle de 180 degrés, donc va faire un travail négatif, va enlever de l'énergie totale à mon bloc. Donc si je veux écrire ma formule pour le travail non conservatif, la seule force qui va en faire, ça va être la force de frottement. Le travail qui va être fait va être... Et voilà, donc le déplacement, c'est la distance en x dans la direction en haut à droite. Ma force de frottement, elle est en bas à gauche, alors il y a un angle de 180 degrés entre les deux. Ça va me donner mon travail non conservatif. Puisque x est un inconnu, ben je ne serai pas capable immédiatement de faire ce calcul-là. Il va aussi falloir que je joue un peu avec mes équations de Newton pour déterminer la valeur de la force de frottement cinétique. Donc, je vais commencer en faisant ça, puis ensuite je vais pouvoir m'attaquer à mon énergie initiale et mon énergie finale. Donc, j'ai réussi à obtenir la valeur de ma force normale en demandant que la somme des forces en Y soit égale à 0. C'est tout le temps comme ça que je dois écrire mon équation pour calculer la valeur de la force normale. Même si je sais que dans ce problème-là, ça va juste être mg cos θ, je fais quand même ma démarche au complet. Ensuite, je calcule la valeur de la force de frottement cinétique, puis je mets ça dans mon équation pour le travail, et je trouve
le travail. J'ai pas une réponse finale en jeu parce que j'ai encore un inconnu, x, dans cette équation-là. Ça c'est fait, je vais maintenant m'attaquer à l'énergie initiale et à l'énergie finale. Commençons avec l'énergie initiale. Commencer par le début. L'énergie initiale, qu'est-ce qu'on a ici? De façon générale, je peux avoir de l'énergie cinétique, je peux avoir de l'énergie potentielle, gravitationnelle, et je peux avoir l'énergie d'un ressort. Dans ce problème, il n'y a pas de ressort, alors j'élimine celle-là. Qu'est-ce que j'ai pour les deux autres? Est-ce que j'ai de l'énergie cinétique? Est-ce que j'ai une vitesse? Ben oui, j'ai une vitesse 4 mètres par seconde. Alors, il y aura de l'énergie cinétique. Est-ce que j'ai de l'énergie potentielle gravitationnelle? C'est un peu moins que choisi. Je dois choisir où est-ce que je mets ma hauteur égale 0 dans le problème. Naturellement, je vais avoir le goût de mettre ma hauteur égale 0 en bas du plan incliné. Ça va être mon h égale 0. Alors, avec ce choix de h égale 0, je vais dire que j'aurai pas d'énergie potentielle gravitationnelle parce que ma hauteur initiale va être de 0. Le bloc commence en bas du plan incliné. Ça veut dire que mon énergie mécanique initiale va être simplement d'énergie cinétique. Ça va être plutôt facile à calculer parce que je connais la masse et la vitesse. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Fait que j'ai fait une demi-mv carré, ma vitesse initiale c'est 4 mètres par seconde, j'ai calculé mon énergie mécanique initiale qui est de 16 joules. Maintenant, mon énergie finale, qu'est-ce que je connais sur mon bloc à cet endroit-là? J'écris ma formule générale. J'écrirai pas celle du ressort, on a déjà fait l'argument qu'il n'y en a pas de ressort dans ce problème-là. Énergie cinétique finale. Là, je m'intéresse à l'endroit où est-ce que mon bloc va s'arrêter avant de redescendre. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, sa vitesse finale va être de 0. C'est le moment où est-ce que le bloc arrête. Alors, pas d'énergie cinétique finale, j'aurai donc que de l'énergie potentielle. Est-ce que j'ai une hauteur à cet endroit-là? Ben oui, j'ai une hauteur. Hauteur finale est comme ça. Je vois que je peux faire un peu de trigonométrie pour exprimer la hauteur finale en fonction de x, la distance que j'ai parcourue sur la diagonale. Ça va être utile de faire ça parce que x, je veux que ça soit mon inconnu dans l'équation. Quand je vais venir toutes mettre mes choses dans l'équation qui est en haut, si j'ai deux inconnus différents, h et x, je ne serai pas capable de résoudre mon équation, mais heureusement, h et x sont reliés par de la bonne vieille trigonométrie. Fait que je vais faire cette étape-là maintenant d'exprimer h en fonction de l'hypoténuse du triangle, de la diagonale, x. Et voilà, je me souvenais que sinus de 30, ça donne une demi, c'est pour ça que je l'ai annulé avec le 2 qui est ici. Fait que mon énergie finale, ça va être 9,8 fois x. On sait pas c'est quoi la valeur de x. Maintenant, il nous reste juste à tout mettre dans notre équation, et on va être capable d'isoler la valeur de x. Et voilà, on a trouvé la réponse à notre question. Le bloc va parcourir sur la diagonale une distance de 1,392 mètres. J'ai utilisé la conservation de l'énergie, j'ai calculé le travail non conservatif fait par la force de frottement, dans lequel il y avait encore un inconnu, la distance parcourue x. J'ai trouvé mon énergie initiale avec les informations qui étaient données, puis j'ai exprimé mon énergie finale en termes de x en mettant tout ça égal dans mon équation. J'ai été capable d'isoler la valeur de x, le déplacement sur la diagonale. La prochaine partie de la question. Ce qu'on me demande de faire, c'est de calculer le travail effectué par le frottement sur le bloc durant la montée et durant la descente. Ça tombe super bien, j'ai déjà une formule qui me permet de calculer le travail fait par la force de frottement. C'est ce que j'ai trouvé ici. J'avais cette formule-là en fonction de x. Maintenant, puisque je connais la valeur de x, je vais avoir une simple multiplication à faire pour déterminer le travail fait par la force de frottement pendant la montée. Alors, je vais faire ça. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, j'ai multiplié mes deux chiffres, j'ai obtenu le travail fait par la force de frottement pendant la montée. La question suivante. On nous demande de calculer le travail fait par la force de frottement pendant la deuxième partie du mouvement, pendant la descente. Quand on parle de la descente, on veut vraiment dire que notre bloc, il va redescendre jusqu'à sa position initiale. Fait que si ça c'était le mouvement de montée,
Fait qu'on a monté de 1,392 mètres. Et là, maintenant, je vais redescendre avec exactement la même distance parcourue, soit 1,392 mètres vers le bas. Comment je vais faire pour calculer le travail fait par la force de frottement? Je vais devoir savoir c'est quoi le module de la force de frottement, le déplacement, l'angle entre les deux. C'est les trois choses qui me permettent de calculer le travail. Le déplacement, je le connais, c'est encore 1,392, c'est juste la direction du déplacement qui est différente, mais comme le module du déplacement, là, le nombre de mètres, il reste pareil. La force de frottement, elle reste pareille, elle aussi. Le module de la force de frottement reste pareil. Pour trouver la force de frottement, il faudrait encore que j'utilise exactement la même équation ici pour trouver la normale. Je fais mu-c fois n. Les forces ne changent pas du tout sur mon objet pendant la descente. Elles sont exactement les mêmes que pendant la montée. Ce qui change, c'est la direction de la force de frottement. La direction de la force de frottement, au lieu d'être vers le bas du plan incliné, va maintenant être vers le haut du plan incliné. Quand je veux calculer le travail qui est fait, je vais devoir me demander c'est quoi le déplacement. Fait que pour trouver le travail non conservatif pour la question C, je vais avoir besoin du module de la force de frottement qui reste pareil. Je vais avoir besoin du déplacement en mètres qui reste pareil. Je vais avoir besoin du cosinus de l'angle entre les deux. Mais cette fois, c'est le déplacement qui est vers le bas, puis la force de frottement qui est vers le haut. L'angle entre les deux est encore de 180 degrés. Alors, je vais avoir ça fois 180 degrés. Ça reste pareil, ça reste pareil, ça reste pareil. Fait que quand je fais la multiplication des trois chiffres, ça me donne exactement le même travail que celui que j'ai déjà calculé. Moins 2,362 joules. Maintenant, la dernière partie de la question. Ça nous dit quand le bloc va être redescendu jusqu'en bas, fait quand il va être ici, dans la même place où est-ce qu'il était déjà au début, là, c'est pas super comme dessin. Quand il va être revenu là, quelle sera la valeur de sa vitesse finale? Je vais encore utiliser la même équation que celle que j'avais en haut complètement. Voilà. C'est juste que là, mon point final, au lieu d'être en haut du plan incliné, bien, ça va être quand je suis revenu jusqu'en bas du plan incliné. OK, il y a une partie conceptuelle qui est importante à ce point-ci. Je vais devoir définir c'est quoi mon énergie mécanique initiale. Ben, c'est quoi le point initial dans ce problème-là? Est-ce que le point initial, c'est au début complètement, quand le bloc était en bas puis qu'il allait vers le haut à 4 mètres par seconde? Ou est-ce que mon point initial, ça devrait devenir le point final de la partie précédente? Autrement dit, est-ce que mon nouveau point initial devrait être quand je suis en haut complètement, et mon point final quand je suis en bas? La bonne réponse à la question, c'est votre choix. Les deux vont fonctionner. Vous devez choisir qu'est-ce que vous allez considérer comme étant le point initial. Et le point final, ça va être quand je suis en bas complètement, parce que c'est là-dessus que je veux trouver des informations à la fin de mon problème. Vous faites le choix que vous voulez, il faut juste que vous soyez ensuite cohérent avec le choix que vous avez fait. Moi, je vais choisir que mon point initial est en bas complètement, parce que j'ai déjà fait des calculs, je connais déjà exactement c'est quoi la valeur de l'énergie mécanique à ce moment-là. C'est ce que je vais préférer comme point initial. Puis après, je vais être cohérent avec ce que j'ai décidé de faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Fait que je veux dire que ça, c'est en bas complètement. Autrement dit, mon énergie mécanique initiale, je l'avais déjà calculée, c'était tout simplement 16 joules. Maintenant, le travail non conservatif. Puisque moi, j'ai choisi que mon point initial, c'était en bas complètement, quand je vais calculer le travail non conservatif pour mon problème, je vais devoir considérer le travail non conservatif fait pendant tout le trajet qui sépare le point initial puis mon point final. Fait qu'est-ce qui s'est passé avec mon bloc? Il a monté et il est redescendu. Je vais devoir calculer le travail qui a été fait pendant tout ce mouvement-là. Ça inclut et le travail non conservatif fait pendant la montée et le travail non conservatif fait pendant la descente. Ça tombe bien, je les ai, ces deux travails-là sont déjà calculés. Fait que moi, dans mon somme de tout le travail non conservatif, je vais inclure et le travail qui a été fait pendant la montée et le travail qui a été fait pendant la descente. Si vous avez choisi à la place de prendre votre point initial comme quand je suis en haut du plan incliné, si vous avez choisi que ça c'était votre point initial,
Quand vous allez venir calculer le travail non conservatif, vous aurez juste à calculer le travail non conservatif fait pendant la descente. On calcule le travail non conservatif fait entre notre point initial et notre point final. Donc avec ma démarche, je vais devoir additionner les deux. Et voilà, maintenant il me reste juste à écrire mon équation générale pour l'énergie finale. Mon énergie finale, il peut y avoir de l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, et il n'y a pas de ressort. L'énergie potentielle est 0 parce que mon bloc est revenu en bas du plan incliné, et il y aura de l'énergie cinétique. La formule pour l'énergie cinétique. Et maintenant, je suis prêt à utiliser mon équation pour isoler mon inconnu qui est la vitesse finale. Alors, je vais faire ça. Et voilà, j'ai fini de solutionner mon problème, fait que j'ai utilisé mon équation pour la conservation de l'énergie avec le travail non conservatif. J'ai pris que mon point initial était en bas, j'ai calculé le travail non conservatif fait pendant la montée et pendant la descente, je les ai additionnés, ça m'a donné le travail non conservatif total entre mon point initial et mon point final. Je connaissais déjà l'énergie mécanique à mon point initial. J'ai écrit une expression pour l'énergie mécanique à mon point final et ça m'a permis d'isoler la variable que je voulais calculer. Dans ce cas-ci, c'était la vitesse finale de mon objet quand il revient en bas du plan incliné. Alors voilà, c'est tout pour cet exercice. Comme d'habitude, j'espère que l'explication était claire. Merci d'avoir écouté.